Les Français sont méfiants. Nous, donc les Français, sont les plus méfiants du monde, parmi les peuples les plus méfiants du monde. C'est mesuré dans des enquêtes d'opinion. Nous sommes défiants envers les politiques, mais aussi envers les médias, les journalistes, les experts et les spécialistes qui sont pourtant souvent reconnus dans leur domaine par leurs pairs. Même ces experts sont parfois remis en cause. Pourquoi? Comment y remédier? C'est le thème de la table ronde que nous allons suivre maintenant avec nos invités, les invités de Médias en scène. Cécile Maisonneuve, présidente du think tank La Fabrique de la crise, Yves Algan, professeur d'économie à Sciences Po, et Sylvain Bourneau, producteur de La Suite dans les idées à France Culture. Le débat est animé par Alexandre Kouchner. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis pressé de sortir de la crise du coronavirus. Et je pense que celles et ceux d'entre vous qui partagent cette opinion ont aussi espéré, attendu, peut-être encouragé la sortie d'un vaccin. La semaine dernière, bonne nouvelle, 2 projets de vaccins avaient des résultats très prometteurs. On aurait pu s'attendre à un soulagement, à un enthousiasme des Français, enfin peut-être une lumière au bout du tunnel. À la place, un sondage Ipsos nous apprenait que 43% des sondés seraient opposés à se faire vacciner. Au pays de Pasteur, ces Français n'ont tout simplement pas confiance dans ces vaccins. Et les différentes enquêtes montrent une défiance généralisée. Moins d'1 Français sur 2 fait confiance à nos gouvernants. Ils ne font d'ailleurs pas davantage confiance aux médias, ni même à leurs compatriotes. Une étude de la Fondation Jean Jaurès indique également que la confiance dans les scientifiques a reculé de 20 points depuis le début de la crise. Alors, si même la démarche objective de la science ne semble plus convaincre, que fait-on? Si l'on ne croit plus aux experts, qui peut-on croire? Comment naviguer notre présent si incertain sans les conseils et l'expertise des spécialistes et des sachants? Et surtout, comment recréer de la confiance dans une expertise nécessaire? Vous voyez, le sujet est vaste. Il est aussi important. Monsieur Yann Algan, vous êtes économiste et avec Daniel Cohen, vous avez mené des nombreuses enquêtes sur la confiance et donc la défiance des Français. Le portrait que je viens de dresser est-il juste? Quelle est l'ampleur de cette défiance dans notre pays? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Malheureusement, j'aimerais commencer par des paroles optimistes. On va commencer par plomber un peu l'ambiance, mais j'espère qu'après, nous sortirons par le haut avec des solutions. Mais je ne peux que confirmer votre constat. Ce que l'on trouve dans l'ensemble des enquêtes internationales, c'est une vraie spécificité française qui se caractérise par une beaucoup plus grande défiance vis-à-vis des institutions, vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis des experts, mais aussi plus généralement vis-à-vis des autres. Et cette défiance, elle s'est confirmée pendant la crise du Covid-19. En effet, on a mené de nombreuses enquêtes internationales de comparaison avec des pays voisins, des pays de l'OCDE. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est que les Français, en règle générale, ont eu une défiance beaucoup plus importante dans le gouvernement sur sa capacité à conduire une crise. Et pas uniquement, on est dans des niveaux beaucoup plus bas, pas uniquement par rapport à l'Allemagne ou par rapport à des pays nordiques, mais aussi à des pays qui ont connu pourtant des échecs dans la gestion de la crise, tels que l'Angleterre. Et plus généralement, il y a une défiance vis-à-vis des experts, des scientifiques tout au long de cette crise qui a été beaucoup plus marquée en France. Uniquement 1 Français sur 3 ont fait confiance aux experts et aux scientifiques contre 2 Anglais sur 3 ou 2 Allemands sur 3. Et plus généralement, et c'est un point qui est quand même assez remarquable, les Français n'ont pas eu le sentiment d'un effort vraiment partagé au moment de cette crise. Lorsqu'on les interroge sur le sentiment de solidarité, ou est-ce que l'ensemble des concitoyens ont fait des efforts, en particulier dans le respect des gestes barrières, en fait, vous avez uniquement 1 Français sur 2 qui dit qu'effectivement, il y a eu un effort partagé, alors que ces taux sont de l'ordre de 80% des citoyens solidaires, que ce soit en Angleterre, en Allemagne ou dans un certain nombre de pays. Et la conséquence, me semble-t-il, dans l'ensemble de nos comparaisons internationales, c'est que la France est vraiment un point singulier réuni par 2 autres pays, les États-Unis, dont on sait la polarisation politique à l'heure actuelle,
et le Brésil, dont on connaît la polarisation économique. Donc la France se trouve dans ce groupe de pays avec des conséquences très fortes. C'est que dans ces pays, la crise qui était une crise sanitaire est devenue une crise sociale et une crise politique, alors que par exemple en Allemagne, la crise sanitaire est restée une crise sanitaire. Alors, on entend bien qu'il ne s'agit pas ici que d'un enjeu intellectuel. On n'est pas en train de mesurer la taille des experts. Cette défiance, c'est aussi un problème pour la prise de décision publique. Madame Maisonneuve, vous avez étudié cette difficulté dans le cadre de votre think tank. Est-ce que vous avez des exemples de paralysie publique à cause de l'incapacité à trouver du consensus ou alors, au moins, à écouter la figure de celui ou de celle qui saurait ? Alors effectivement, à la Fabrique de la Cité, on s'est interrogé sur la question plus globale des grands projets, notamment d'infrastructures et d'aménagement urbain et de la démocratie. Et alors, là, je vais peut-être essayer de commencer à déplomber l'ambiance ou un peu à rassurer et à nouveau traverser la frontière vers l'Allemagne. Mais quand on regarde ces grands projets, on s'aperçoit pour le coup qu'il n'y a pas forcément de spécificité française dans la difficulté à les faire aboutir faute de confiance. Je prendrai un exemple en France, un exemple en Allemagne. En Allemagne, c'est tout le projet de réaménagement de la gare de Stuttgart, le projet Stuttgart 21. Ça fait 20 ans que ça dure, que c'est compliqué. Et ce qui est intéressant, donc c'était un projet d'aménagement de la gare, mais qui n'est pas qu'un projet local, qui vise in fine, qui sert ce grand projet européen. On parle des trains de nuit en ce moment, visant à faire une ligne qui nous emmènerait jusqu'à Budapest. Donc ça fait un petit peu rêver. Mais c'est un projet qui s'est heurté, qui se heurte toujours à une énorme opposition locale, politique aussi, avec notamment une grande présence des Verts allemands. Et on voit bien que là, toute l'expertise apportée sur les bienfaits du projet, ce que ça peut apporter en termes de fluidité et d'expérience quotidienne, ne passe pas. En France, alors j'allais dire, on a le choix dans ces exemples. Peut-être que un exemple intéressant, c'est celui de Notre-Dame-des-Landes. Là, pour le coup, paralysie de l'action publique, on en a vu. Et puis, in fine, une décision qui est tombée. Et je ne sais pas dans quel sens il faut l'interpréter. Ou peut-être qu'après tout, on avait des experts qui disaient, écoutez, vu la littoralisation de la France, cette France en U qui se construit petit à petit et dont le commissariat général à l'égalité des territoires nous dit qu'elle va continuer de se construire et qu'on va de plus en plus voir des gens qui vont vers les grandes métropoles du littoral, le trafic aérien va continuer d'augmenter, mais pour autant, il n'y avait pas d'acceptation. Et là, de ce point de vue, la décision politique, peut-être que c'est un échec du point de vue de la construction du projet, mais me semble-t-il, ça a remis finalement l'expert et le politique à sa place. Le politique a tranché, non pas sur des critères d'expertise, mais ce qu'avait dit à l'époque le Premier ministre était intéressant, c'était il n'y a pas de possibilité politique de réaliser le projet. Donc c'était une manière de remettre chacun à sa place qui était assez intéressante. Alors, on pourrait se dire que des grands sujets comme ça d'infrastructures publiques, il n'en vient pas tous les jours et que donc cette défiance n'est pas si grave. Mais on peut aussi considérer que cette défiance vis-à-vis de l'expertise a des aspects extrêmement concrets et très quotidiens. Surtout dans ce contexte actuel de crise sanitaire, Monsieur Algan, comment est-ce que cette défiance-là conditionne notre comportement ? Alors, tout d'abord, ça conditionne nos comportements d'acceptabilité des mesures de confinement. Nous avons mené de nombreuses études en utilisant en particulier des données de mobilité que l'on peut avoir au niveau de régions, au niveau de pays via des applications de Google. Et on constate que les personnes qui ont une bien moindre confiance dans le gouvernement ou dans les scientifiques, effectivement, ont beaucoup moins suivi les règles de confinement, qu'il s'agisse des gestes barrières ou des déplacements. Donc, ça a eu un impact direct dans les comportements d'acceptabilité lui-même. Le deuxième impact, c'est vraiment sur l'acceptabilité des mesures aussi de déconfinement. L'ensemble de nos études que l'on a menées normalement avec le CIVIPOF, avec Martial Foucault, Daniel Cohen et Stéphanie Township, une chercheuse à Harvard, montrent que la capacité à accepter certaines règles de déconfinement ou la construction de consensus sur ces règles de déconfinement tout au long du printemps a vraiment dépendu
des niveaux de confiance qu'avaient les citoyens vis-à-vis du gouvernement et vis-à-vis des experts. Donc c'est sûr que l'acceptabilité sociale dépend énormément de la confiance dans le gouvernement. Mais je dirais, dans l'autre sens, on parle souvent de la confiance des citoyens vis-à-vis du gouvernement ou vis-à-vis des experts, mais on ne s'interroge jamais sur la confiance dans l'autre sens. Quelle est la confiance gouvernement vis-à-vis des citoyens? Et s'il y a eu une si faible, parfois, acceptabilité, c'est aussi parce que dans un pays comme la France, où on a eu d'une certaine façon peut-être peur du manque de civisme ou manque de cohésion sociale, on a mis en place des politiques de restriction qui étaient beaucoup plus fermes et beaucoup plus importantes que dans la plupart des autres pays. Alors, il y a des pays comme les pays nordiques où il n'y a pratiquement eu aucune règle de confinement et il y a eu une gestion plus autonome de la pandémie. Mais si je prends des pays comme l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, on n'a pas été dans ce degré de détail sur les règles régentant progressivement l'ensemble de vos déplacements. Et les Français l'ont même parfois ressenti comme une infantilisation. Alors, ça, lors de la première vague du Covid, les règles ont été quand même respectées parce qu'il y a eu un sentiment de peur très très fort face à cette crise. Mais là, une grande partie de Français sont passés de la peur à la colère, et à la colère justement contre des politiques gouvernementales ou contre une infantilisation ou contre des procédures vraiment très difficiles à déchiffrer. Pourquoi est-ce qu'une grande surface aurait le droit de vendre tel bien et pas tel autre et par rapport à un artisan? Et lorsqu'on passe de la peur à la colère, ça devient beaucoup plus difficile. Lorsque les citoyens passent de la peur à la colère, ça devient beaucoup plus difficile pour un gouvernement de pouvoir réunir un consensus et une acceptabilité sur ces politiques. Alors, loin de moi l'idée de vouloir complètement plomber l'ambiance, mais pour vraiment saisir les enjeux, je voudrais qu'on aille peut-être même un cran plus loin. Monsieur Bourmeau, vous êtes concerné à 2 titres. Vous êtes journaliste, producteur de La Suite dans les idées sur France Culture. Vous êtes aussi professeur associé à l'École des hautes études de sciences sociales. Alors, je voudrais vous demander si vous partagez le constat de Marc Lazare, qui a annoncé qu'il y avait, selon lui, un risque de décivilisation dans la disparition de l'expertise. On entend bien derrière, évidemment, le danger complotiste, celui de la désinformation, celui de la réinformation. Est-ce que vous pensez qu'à force de décrédibiliser le sachant, on en arrive peut-être à ne plus faire société ? Il y a un risque de perte de crédit. Il n'est pas récent, il est ancien, mais il est encouragé par des phénomènes nouveaux. La mutation numérique, en particulier, joue un rôle extrêmement important dans l'affaiblissement qu'elle produit de certaines institutions anciennes. Celles que je connais par-dessus tout, les journaux, par exemple. Les journaux ont perdu une forme de crédit très importante avec la manière dont la hiérarchie de l'information a été bousculée par une sorte de désossage qui fait qu'aujourd'hui, les articles de journaux se promènent sur les réseaux sociaux les uns à côté des autres sans qu'on puisse les rattacher à des contextes. Lire un journal mis en page avec des choix qui hiérarchisent, c'est pas la même chose qu'être face à un fil Twitter qui vous balance des choses dont on ne sait pas très bien au fond quelle valeur leur accordent ceux qui les ont produites déjà. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement difficile pour un citoyen de se faire une idée, d'avoir un jugement critique par rapport à ce qui lui arrive. Quand un documentaire comme celui très controversé dont on a parlé ces derniers temps débarque, il n'est pas produit par une société de production connue, il n'est pas coproduit par des chaînes de télévision, diffusé par des institutions des médias, il est financé par du financement participatif, mais on lui accorde de l'attention. Donc il y a, si vous voulez, les institutions, quelles qu'elles soient, les journaux, les universités, les maisons d'édition, les théâtres, les radios, ce sont, au fond, c'est de l'accumulation de crédit, de confiance. Et la science, comme d'autres univers sociaux, a besoin des institutions pour fonctionner, parce qu'elles nous font aussi gagner du temps. La science n'accorde pas une attention démesurée à n'importe quel huluberlu qui vient remettre en cause des théories. La science, évidemment, est toujours susceptible d'être bousculée. On est dans un processus normal. Et pour ça, il faut peut-être qu'on aille un peu plus loin. C'est-à-dire que
moi, je suis gêné avec ce mot d'expert. Je suis gêné avec le mot d'expertise, parce qu'au fond, ça renvoie à un ancien modèle de la science. Ça renvoie à un modèle d'autorité qui est totalement dépassé. Si on parle de l'école, ça renvoie... l'expert, c'est le professeur en blouse grise, par exemple. L'expert, c'est l'expert auprès d'un tribunal. C'est l'expert accrédité par l'État. C'est pas comme ça que fonctionne la science. Les experts sont souvent ceux qui mettent en avant leurs titres, et ils sont d'autant plus ronflants qu'en fait, ce ne sont pas des gens véritablement reconnus par leur pairs. C'est plutôt ce type d'autorité-là qu'il faut favoriser, cette autorité collective qui est capable de produire la science. Alors moi, des sciences sociales desquelles je viens et que j'enseigne, il y a souvent, à l'intérieur de ce monde-là, une gêne avec le mot d'expert, depuis très longtemps. Ces chercheurs préfèrent se présenter comme des chercheuses ou des chercheurs plutôt que comme des experts. Ils préfèrent se présenter, pour reprendre l'expression devenue célèbre de Michel Foucault, comme des intellectuels spécifiques, des gens qui interviennent dans l'espace public sur la base de travaux, de compétences, de temps passé, mais pas comme experts, c'est-à-dire quelque chose qui serait garanti ad vitam aeternam. Et c'est fini, on ne peut plus faire de la science en tapant du poing sur la table. On fait de la science en plein air, face à des citoyens, on doit accepter les conférences de consensus, on doit prendre le temps d'expliquer les choix, on doit renvoyer une image de la science qui est une image pluraliste et une image de débat. Et donc les experts, ceux qui arrivent à la télé avec des blouses blanches, suivez mon regard, monsieur Raoult, ce sont... je veux dire, il faut se méfier des blouses blanches, parce qu'au fond, d'une certaine façon, ce n'est pas là que réside l'expertise. Monsieur Algan, si vous êtes toujours avec nous, j'ai une question pour vous. Oui, tout à fait. Ah, ça me rassure que vous soyez toujours là. On vient d'entendre qu'au fond, le problème de l'expertise, c'est cette autorité assénée. Est-ce que c'est justement ça qui serait, au fond, rejeté? Ce seraient les Français, en l'occurrence, qui, dans leur détestation de l'autorité, en reviendraient à détester les experts eux-mêmes? Alors, oui, je partage assez cette vision. C'est clair que l'une des spécificités, je pense, de la défiance des Français vis-à-vis des experts est liée à un système beaucoup plus vertical en France que dans les autres pays. Et quand je dis un système vertical, c'est un système vertical dans la relation des institutions vis-à-vis des citoyens, donc avec une centralisation de la décision, de l'information, mais on retrouve de la même façon souvent une verticalité dans le management dans l'entreprise ou dans la relation de l'école, même si les choses sont en train vraiment de changer. Donc, c'est sûr que les experts, à ce titre, ont toujours été un peu plus associés à une forme de prise de position et une prise de décision politique. Alors, c'est sûr que là, il y a un mélange des genres qui vraiment crée le talon d'Achille des experts. C'est pour ça que la notion de chercheur, effectivement, est certainement plus juste, mais ça nécessite alors, à ce compte-là, que les experts ou les chercheurs mettent leur savoir au service des citoyens. C'est sûr qu'on ne peut plus vivre maintenant dans un monde où des experts sont uniquement dans des situations aussi de prise de décision. Ils sont là, si on veut pouvoir construire du consensus, si on peut pouvoir vraiment construire de l'intelligence collective avec une vraie acceptabilité, avec une démocratie pacifiée sur l'ensemble des mesures, il faut que ces mesures soient co-construites et le chercheur apporte son expertise, apporte son savoir, mais après pour une prise de décision qui est une prise de décision collective. Et ça, je pense que c'est la consultation citoyenne en a offert une première illustration, mais c'est une démarche qui a été peu encore, à mon avis, qui est moins favorisée en France parce qu'on a eu cet héritage de fonctionnement un peu plus vertical dans nos relations des Français aux institutions. Madame de Maisonneuve, on entend quand même dans ce qui vient d'être dit que ce qui peut poser problème, c'est la proximité des experts ou des prétendus experts avec le politique. C'est-à-dire qu'au fond, à force d'asséner ce qui devrait être fait, les experts seraient du coup responsables de la situation ou des décisions prises. Est-ce que ça signifie qu'il faut rétablir une forme de cordon sanitaire ou juste que les experts sont pris comme des boucs émissaires de parfois des faillites publiques ? Je
Je pense que ça signifie qu'il faut en revenir à un principe très simple qui est celui de la séparation des pouvoirs, qui est un principe qui vaut pour toute démocratie, mais qui, je pense, doit s'appliquer aussi au sujet de l'expertise. L'expert est là, on l'a dit, pour apporter son savoir. Il est là aussi pour faire part de ses doutes. Et je pense que dans la dynamique que décrivait Sylvain Bourmeau, cette dynamique de la recherche, il y a aussi la dynamique du doute. Et ce qui est intéressant, rappelons-nous la distinction entre le doute hyperbolique, le doute radical, qui ne permet de rien décider, de ne plus rien faire, et puis le doute méthodique, celui qui permet d'avancer. Et donc, je pense que si l'expert partage ses doutes autant qu'il partage son savoir, il est déjà plus crédible parce qu'il entre dans une démarche qui n'est plus précisément descendante, il entre dans une horizontalité. Et sur cette séparation des pouvoirs aussi, alors bien sûr que les politiques utilisent l'expert comme bouc émissaire, mais aussi le politique, son rôle, c'est précisément de neutraliser la neutralité de l'expert. Et il faut aussi qu'il assume ça. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. C'était typique. C'est le politique a dit, moi, politique, voilà, les experts peuvent dire ce qu'ils veulent. Politique, je sais que politiquement, ça passe plus. Et là, ça redevient crédible quand chacun est dans son rôle et à la bonne place. Donc ça veut dire aussi, derrière, cette séparation des pouvoirs, c'est qu'on n'est pas dans les mêmes temporalités. Et l'expert ne doit pas chercher à tout prix à rattraper ce temps du média, de l'immédiat, ne doit pas chercher à tout prix à rattraper le temps de l'immédiateté du politique aussi, mais s'installer dans ce temps. Et on voit bien que finalement, des experts les plus crédibles, c'est ceux qui sont extrêmement qui se positionnent ainsi. Alors, peut-être juste un petit point par rapport à ce qui a été dit sur justement ce caractère descendant. Ce qui se passe en Suède aujourd'hui est très intéressant. Vous avez vu que la Suède revient sur la doctrine qu'elle avait semblé choisir d'immunité collective. Et d'une certaine manière, je me dis que finalement, à travers ça, elle illustre aussi le fait que sur ce virus, sur cette maladie, on en apprend tous les jours et que la décision politique change avec ce qu'on apprend. Et d'une certaine manière, une décision politique qui est capable de changer est beaucoup plus crédible dans le contexte actuel, fluctuant, incertain, qu'une décision politique figée, finalement un deuxième confinement qui ressemble beaucoup au premier, alors qu'entre-temps, on est censé avoir appris. Et donc, je trouve aussi qu'à travers cette dynamique et de l'expertise et de la politique, on arrive à construire de la confiance plutôt que des systèmes extrêmement figés où chacun est cranté dans ses certitudes d'expert ou dans son côté cassant politique et qui, pour le coup, déclenche une défiance totale. Alors, Monsieur Algan, à l'instant, mentionnait les conventions citoyennes. On entend beaucoup cette multiplication des formes d'expertise, on entend même parler d'expertise citoyenne. Est-ce que, selon vous, c'est un contresens ? Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette notion d'expertise citoyenne parce qu'il y a une expérience citoyenne, oui, et précisément l'expérience, c'est l'inverse de l'expertise. L'expertise, c'est du temps, je le disais, c'est la raison, c'est de la recherche, c'est du doute. L'expérience, c'est de l'immédiat, c'est du ressenti, c'est de l'émotion. Et donc, on est dans un autre champ. Non pas que ce champ ne compte pas. Je ne dis pas que l'expérience sensible ne doive pas venir nourrir l'expertise. Mais ce sont deux champs extrêmement différents. Il est certes important de fonctionner aussi avec l'expérience. Et aujourd'hui, on ne parle plus que de l'expérientiel, l'expérience utilisateur, l'expérience ceci, expérience cela. Mais là encore, mettons les choses à leur place. Parce qu'il y a quand même quelque chose dans notre expérience qui est éminemment subjectif. Et quand il s'agit de prise de décision publique, que ce soit au niveau local ou national, il y a aussi quelque chose qu'il faut réhabiliter qui s'appelle l'intérêt général. Et pour le coup, il y a quelques expériences citoyennes qui peuvent correspondre à un ressenti du local, mais pas à l'intérêt général. Monsieur Bourmeau ? Oui, je voulais réagir parce que je pense qu'il faut distinguer entre l'expertise citoyenne, effectivement, qui peut sembler un peu oxymorique, et des formes de contre-expertise qui peuvent être extrêmement profitables. On a vu, par exemple, ce qui s'est passé avec les associations de patients, les associations de malades. Ça a commencé avec les malades du cœur, mais de ce point de vue-là, les malades du sida ont joué un rôle considérable. Elles ont joué un rôle considérable, ces associations, parce qu'elles ont bousculé véritablement la manière dont la recherche s'est organisée, et les malades se sont emparés de la crise, de la situation dans laquelle ils se trouvaient. Ils ont contribué fortement à enrichir la démarche scientifique dans un rapport de critique constructif, on va dire. Et je veux dire, on l'a vu aussi pour cette crise du Covid. Il y a eu des lanceurs d'alerte. J'ai publié dans AOC le texte d'une historienne de formation victime du Covid long et qui a été l'une des premières, Caroline Audac, à pointer cette chose dont on parle aujourd'hui, qui est reconnue, mais qu'on a eu du mal à distinguer au départ parce que les médecins allaient vers l'urgence, c'est-à-dire la détresse respiratoire, les problèmes pulmonaires. On voit aujourd'hui que le Covid est une maladie
complexes, qui concernent les médecins internistes, qui ont du mal à en comprendre tous les détails. Et donc là, on a vu des citoyens, au fond, en l'occurrence malades, alerter et bousculer la recherche. Et donc je pense que ce type de comportement, ça relève de bons usages de l'espace public, et il faut absolument les encourager. Tout comme on se doit aussi de trouver qu'on peut douter sans être complotiste, et que de temps en temps l'usage de l'esprit critique est tout à fait possible. Ah, mais le vrai drame avec les complotistes, c'est qu'ils voudraient s'emparer de la notion de doute. Comme Mme Maisonneuve l'a dit, le doute est vraiment quelque chose de trop précieux. Il faut absolument qu'on soit dans cette tradition critique qui est la nôtre par rapport au savoir. Ça ne veut pas dire qu'il faille absolument toujours tout relativiser, tout critiquer, détruire les institutions. Comme je disais tout à l'heure, les institutions, elles nous permettent, par ce crédit accumulé, d'aller vite, de ne pas perdre de temps en ouvrant des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, on a trop souvent des logiques médiatiques qui font qu'on met en scène des débats spectaculaires. On donne la parole à des gens qui, d'une certaine façon, en tous les cas dans la science par exemple, n'ont pas droit de citer. Et je pense que la responsabilité des journalistes est considérable. Pierre Bourdieu avait l'habitude de le dire comme ça, les journalistes d'une certaine façon sont des physionomistes de boîtes de nuit. Ils ne doivent pas laisser rentrer tout le monde dans les boîtes de nuit. Il y a là une responsabilité considérable. Il y a des gens, quand on produit des émissions de radio, il y a des gens à qui il faut savoir ne pas donner la parole, je pense. Alors, je vais vous demander du coup à chacun et à chacune une piste pour renouer cette confiance. Je commence par vous, Monsieur Bourmeau. Vous venez de pointer la responsabilité des médias. C'est vrai qu'on a vu des affabulateurs, des dangereux désinformationnistes sur des plateaux télé. Comment est-ce qu'on s'assure, quand on est journaliste, quand on est une rédaction, comment est-ce qu'on s'assure de mettre au devant de la scène publique des chercheurs et des chercheuses qui ont droit de citer ? Alors déjà, on essaye de comprendre les logiques économiques qui sous-tendent les médias dans lesquels on travaille pour essayer de faire en sorte de garder les marges de manœuvre éditoriales et faire en sorte qu'elles reposent sur des choix éditoriaux. D'autre part, on fait attention à ce que ces choix éditoriaux soient des choix collectifs, pluralistes, qui soient discutés avec des collègues. On s'appuie sur les connaissances que des collègues ont de la réputation, du travail de un tel ou d'un tel. On essaye de partager. Et puis, quand on est journaliste, on assume le fait d'être un intellectuel, on assume le fait d'être à sa manière un chercheur qui a des modes de connaissance qui doivent être assez proches de ceux d'un chercheur en sciences sociales. C'est-à-dire que le doute doit être au cœur de la démarche journalistique. J'entendais ce matin Vincent Giré sur l'antenne de France Culture parler de médias en scène. Il disait combien il y avait besoin de davantage de journalistes scientifiques dans les médias. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. Je pense que d'une certaine façon, tous les journalistes doivent être scientifiques. C'est-à-dire que ceux qui travaillent sur l'école, ceux qui travaillent sur les transports, ceux qui travaillent sur la politique doivent avoir des méthodes de travail qui ressemblent davantage à celles des chercheurs, s'agissant de l'épistémologie, du mode de connaissance, du travail par hypothèse, de la réflexivité qui doit être davantage au cœur de leur travail. L'urgence ne doit pas être un prétexte à ne pas se poser de questions. Monsieur Algan, vous êtes vous-même enseignant, intellectuel, chercheur, et vous étudiez la confiance. Selon vous, comment est-ce qu'on la recrée ? Mais j'aimerais prendre un peu la suite de ce qui vient d'être dit en disant que et là je prends plus ma casquette d'enseignant et de directeur de l'école d'affaires publiques de Sciences Po en disant que les questions de formation sont essentielles. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on a beaucoup parlé de la spécificité de la France sur cette défiance vis-à-vis des experts, mais on voit bien que ce sentiment de défiance vis-à-vis de la science est quand même beaucoup plus généralisé et s'étend à l'ensemble des pays. Et pour une bonne et simple raison, vous avez une très belle étude faite par 3 chercheurs du MIT récemment dans Science qui montre comment nos biais cognitifs fait qu'on accepte beaucoup plus facilement des idées fausses que des idées vraies, des idées complexes, des idées qui justement introduisent du doute. Donc ils ont suivi comme ça 120 000 histoires sur Twitter et en distinguant les idées, les informations fausses, simplistes des informations vraies mais beaucoup plus complexes, et effectivement la vitesse de pénétration des idées fausses était 10 fois supérieure. Et ça correspond vraiment de toute façon à la façon dont notre cerveau fonctionne, nous êtres humains, et surtout dans des situations d'incertitude, des situations de risque, telles que la situation de la crise sanitaire, où on préfère des idées simples,
des idées avec une éditorialisation du monde telle que peuvent le proposer des théories complotistes. Alors ça demande aussi de pouvoir vraiment avoir des formations à l'esprit critique, des formations à la capacité, ce qu'on appelle un peu de debunking, la capacité à comprendre et à détecter des fake news, la capacité aussi des experts, et là je passe, ou même de moi en tant que plus du côté de l'école d'affaires publiques où on a une formation de responsables publics, qu'ils aient une connaissance très profonde aussi des faits scientifiques, qu'il y a un vrai croisement entre la science et la société. Vous voyez que si les responsables savaient parfaitement ce que c'était qu'une courbe exponentielle, on aurait peut-être eu davantage de réactivité sur des prises de décision. Et puis, je pense que ça passe aussi dans les cycles de formation très tôt à ce que des personnes en charge potentiellement des responsables ou en charge de décision apprennent aussi vraiment à apporter des solutions concrètes aux usagers, aux citoyens, et puis aussi apprennent à co-construire ces solutions avec l'ensemble des citoyens plutôt que d'être uniquement dans une situation de décision verticale. Et ça passe vraiment aussi par la formation, et donc ce serait un peu mon point principal. On entend bien donc l'importance de l'éducation, de la formation. Madame Maisonneuve, selon vous, est-ce qu'on a besoin d'autre chose pour renouer la confiance ? Moi, je dirais deux choses. On a besoin de courage. Il faut avoir le courage de dire que oui, la complexité, c'est difficile, mais c'est juste comme ça qu'on va résoudre les grands sujets. La crise sanitaire, la crise climatique, c'est pas en simplifiant les sujets. Donc il faut se coltiner avec la complexité et le dire. Il faut pas avoir peur de le dire pour faire plaisir. Et deuxième point, pour rebondir sur ce que disait Yann Algan, tout ce qui concerne la prise de décision est majeur, et à cet égard, le polycentrisme de la décision s'impose. Là, on voit bien que des décisions descendantes, dont on comprend pas bien la logique, nous empêche de nous approprier les solutions, et finalement ne contribue pas à nous rendre acteurs. Alors ces travaux sur le polycentrisme de la décision, ça fait longtemps que des économistes, des politologues en parlent. Je pense aux travaux d'Elinor Ostrom, la politologue qui a eu le prix Nobel d'économie d'ailleurs sur ces sujets, qui a beaucoup travaillé sur les communs. Et on voit bien dans les sujets, en l'occurrence qui m'intéressent, sur la fabrique de la cité, c'est uniquement par ces méthodes de co-construction, et où il ne faut pas avoir peur. Le mot peur a été prononcé, mais il est important, c'est pour ça que j'ai rebondi sur courage. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir les gens et de chercher à construire avec eux. Dans un premier temps, ça va être extrêmement compliqué, mais à mon avis, c'est la solution pour permettre de construire des solutions durables et qui soient acceptées. Du courage, de l'écoute, de la complexité. Le sujet n'est certainement pas épuisé, mais en tout cas, voilà un beau programme. Merci à tous les trois pour cette vraiment plongée dans la nécessité de la confiance et ses moyens. Je pense que c'est une conversation qui, à mon avis, doit être continuée, mais le reste du programme de Médias en scène continue. Et pour ça, je vous laisse avec l'homme orchestre de toute cet après-midi. C'est à vous. Ouais, merci beaucoup Alexandre Kouchner, Yann Algan, professeur d'économie à Sciences Po, Cécile Maisonneuve, présidente du think tank La Fabrique de la Crise, et Sylvain Bourneau, producteur de la suite dans les idées sur France Culture. On a bien retenu, le journaliste doit être comme un physionomiste de boîte de nuit, il doit sélectionner une petite phrase à retenir et à redécouvrir en replay dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures sur le site de Médias en scène, comme l'ensemble de ces tables rondes de l'après-midi et de la journée. Le programme est riche. On se retrouve dans un instant.